Il y avait une vache avec des baskets sur la tête, mais c'était que en forme de Lego technique. Et je me suis dit, mais Anna, t'es folle. On voit les coureurs qui arrivent. Ils sont fatigués, ils sont en train de pleurer, ils sont couverts de boue, de sang. C'est un rêve de gosse, donc j'ai toujours suivi les éditions depuis que je suis petit. Ils s'appellent Anna et Marco. J'ai toujours détesté courir. Partagez avec eux la préparation de leur UTMB 2024. C'est une expérience hors norme qui est à la limite de ce que l'humain est capable de faire en fait. Toujours plus ultra, une aventure sonore sur les versants de l'UTMB. Épisode 6. Jour J, l'ultra ligne droite. Alors tout le monde, debout, on va faire un peu d'ambiance et on va y aller. Et après ça, j'étais juste pris par l'événement. On est tous les coureurs dans cette grande place et il faut essayer de se positionner justement sur l'aire de départ parce que c'est un petit bordel. Au départ, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? J'étais pas complètement prête à prendre le départ, donc j'étais là derrière la ligne, je m'assois, j'ai trouvé un bon emplacement devant la ligne de départ et j'ai retiré mon sac parce que j'avais un trou là-dedans qui était assez large pour que ma frontale, ça tombait là-dedans, dans le truc. Donc j'étais là en train de coudre mon pack de course. Donc, j'étais vraiment pas dans les... Ouais, j'avais pas fini ma préparation. Et une fois qu'on s'est positionné, donc on a attendu bien 1 heure dans cette place du triangle de l'amitié, donc c'était un peu long. Puis après, ils ont commencé avec la musique de l'UTMB et vraiment j'étais, mais c'est maintenant, ça commence, c'est là, ça y est. On attend que ça, on n'en peut plus. Et puis le départ qui est enfin lancé. Les émotions dans les rues de Chamonix, j'ai pu apercevoir quand même mes parents à travers la foule, donc j'étais content. Et non, vraiment des souvenirs juste géniaux. C'était incroyable le départ. Après, on commence à courir et à tout le monde à Chamonix, c'est vraiment, ça fait tellement de bruit et il y a des gens que je connais partout. C'est incroyable d'être quelqu'un de Chamonix qui court cet événement à Chamonix parce que vraiment, on a l'impression de voir tout le monde qu'on a croisé pendant qu'on est installé ici. Voir tous les amis, c'est vraiment sur un rythme très léger et de en profiter, puis tout en étant un peu concentré quand même parce qu'il y a du monde, donc de faire attention, de pas trop sortir les bâtons pour pas mettre des coups dans les personnes derrière. Mais non, j'ai bien profité ce moment jusqu'aux douches. Et encore plus que ça, il y a les personnes que j'ai jamais vues de ma vie qui me regardaient dans les yeux, qui ont dit allez, c'est parfait, allez, c'est parti là. Et vraiment, c'est juste incroyable. C'est difficile à se calmer. J'ai vu mon rythme cardiaque qui est parti là-haut avec toute l'excitation et toutes les émotions. Et c'était, il faut courir, mais il faut pas courir trop vite. J'ai même vu Courtney Dauwalter qui était là au Gaillard, au bord de la route pour nous encourager. Elle m'a vu, elle m'a dit allez, go. Et j'ai dit, il y a tout le monde là. Mais après, je me suis mis dans ma petite boule, je me suis dit, alors c'est bon, on va y aller, c'est le début de la grande aventure. J'étais un petit peu dans le monde féerique jusqu'à Saint-Gervais, donc du monde un peu tout le temps, puis les jambes étaient vraiment présentes et j'ai vraiment pris du plaisir. Ça m'a pris 2-3 heures pour vraiment trouver un moment calme. Alors maintenant, on court. Au bout de 25 km à peu près, 2h20 à peu près je crois, j'arrive à Saint-Gervais encore en forme, même très en forme. Et tout de suite, paf, on arrive à Saint-Gervais. Ouais, c'est la fête encore et c'est juste waouh. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette course? C'est incroyable. Et il me semblait qu'il y avait encore plus de monde parce que là j'étais très réceptive, j'étais un peu plus lucide peut-être. Et j'avais juste une petite interrogation parce que j'arrivais pas à manger dès le début, donc je me disais peut-être que c'est le stress puis le fait d'être enfin parti, ça allait me l'enlever justement. Tu te rends compte
que tu es en train de faire l'UTMB, que là tu vas parcourir 170 km? Oui, mais j'avais utilisé un outil pour me diviser la course en je sais pas combien de parties. Donc pour moi, j'étais au début d'un parti qui va durer 50 minutes. Après, je vais voir la suite et après je vais voir la suite, etc., jusqu'au bout. Je me suis dit ouais, tu sais comment courir ce premier parti parce que t'as fait plusieurs fois dans la vie, tu sais comment le faire dans tes 55 minutes, tu vas profiter du moment. Donc laisse-toi absorber les émotions, le moment, profiter bien de tout ça. Et oui, et courir aussi. Passer Notre-Dame de la Gorge, donc la vraie rentrée dans le trail où on passe un peu d'une fête où il y a plein de monde. C'est vraiment c'est impressionnant, c'est Tour de France, à le vide, le calme absolu pour monter au col du Bonhomme. Et là, on commence enfin à être un peu dans le calme. Ça fait nuit, il y a que les frontales. Là, on y est. C'est parfait. Là, c'est l'UTMB, là. Ça fait 3 heures de course, donc là, faut que je commence à m'alimenter. Et donc, j'essaye de manger une barre que je vomis instantanée. J'essaie de remanger une autre barre que je revomis aussi. C'est un petit chemin de croix où tout ce que j'essaie de manger, y a rien qui passe. Moi, ça m'est jamais arrivé avant, donc je comprends pas trop ce qui se passe. D'habitude, je me nargue un peu tout le monde en disant, je peux tout manger. Là, c'est pas le cas du tout. Et après, on descend à Cherpieux. Là, j'étais contrôlé pour la matériel, etc. Donc, pour chercher ce qu'on m'avait demandé de présenter, il fallait que je cherche au fond de sac. Donc, j'ai tout sorti. Et c'était pas grave. Ça m'a freiné quelques minutes. C'est pas grave. Mais, en même temps, j'ai tout remis dans le sac, un peu, en vrac. Et, c'était jamais aussi bien que j'avais fait au début. Il y a pas un ravito ici? Si, il est sur la gauche, il y a un oriflamme Nax qui est au fond. En fait, je pense qu'on peut le voir deux fois. Tu le vois dans la descente, là. Coupe là. Tu recoupes la roue que tu le vois dans la... Ah, ok, super. Je pense. Et du coup, vous avez en fait ces nouvelles là, il est croisé là, il descend les escaliers pour traverser la route et il trottine. Et il va comment? Il souriait. Je pars des Chapieux en me disant c'est très dur de continuer, j'arrive pas trop à mettre un pied devant l'autre et je me dis j'essaye de me traîner jusqu'à Courmayeur et j'arrive là-bas et j'abandonne, je suis explosé. Après, on est parti au col de la Seigne. Et c'est là où c'est la magie. Ouais, c'est là où on peut entendre que des rochers qui tombent, les torrents dans la nuit. Et on espère peut-être entendre les loups. Mais j'ai rien entendu. Mais c'est comme ça là-haut. Et il y avait une lune. C'était incroyable. C'était comme un tout petit sourire rouge. Et il y avait que une ligne en zigzag des frontales qui montaient au col des pyramides calcaires. Et c'était vraiment de la magie. C'était juste incroyable. On approche. Pour moi, c'était 10 heures, 11 heures de course, oui. Et après la descente, l'autre côté, j'étais avec les gens qui couraient bien, qui étaient dans un bon esprit, qui se focalisaient sur le foulé, sur avancer dans le truc. C'est juste un moment très, très, très bien. J'avais pas mal à l'estomac, mais donc je sentais que je commençais à puiser dans tout l'énergie possible dans mon corps, mes muscles, où j'étais en train de m'affaiblir en fait, parce que en anecdote, à la fin de l'UTMB, j'ai perdu 7 kilos parce que j'arrivais rien à manger. J'avais plus de mollets à la fin de l'UTMB. Je puisais dans tout en fait. Déjà que je suis pas très gras de base, là vraiment je puisais, je devenais un peu squelettique quoi. Je suis encore à peu près à mi-course quoi. Et je sens que c'est déjà un peu compliqué, mais j'essaie de me remobiliser et je puise mentalement pour continuer quoi. Après, on est descendu, on a fait les petites montées. Il y avait le soleil qui commençait à se lever et on est descendu à Courmayeur. C'est 80e kilomètre Courmayeur et j'étais au 50e, donc j'avais 30 km pour faire ça.
en passant par 2 beaux cols. Et donc je fais ces 2 cols-là, donc vraiment je donne tout ce que j'ai, j'arrive toujours pas à manger, je retente de temps en temps en me disant je vais manger un petit bout, il y a rien qui passe. J'avais des bars, des gels, des compotes, et même l'eau, j'ai du mal. L'eau plate, je peux, mais l'eau avec des électrolytes dedans, je peux pas. Rien quoi. Je me dis mais c'est pas possible. J'ai vraiment foncé dans la descente et je profitais du fait que tout était en train d'aller très 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 bien. Mais je crois que j'ai couru un peu trop vite. C'est raide et c'est technique la descente vers Courmayeur. Et juste en bas, je me suis dit oh là, je crois que j'ai fait quelque chose là devant la jambe droite. Et je suis arrivé à l'heure. J'étais tout dans mes objectifs pour finir en 30 heures. Mais là, je dis oh, j'espère que c'est pas un tendinite, mais il y a quelque chose là qui va pas avec le releveur du pied. J'ai fait mon arrêt il y avait mon papa qui était mon assistant à Courmayeur. On a fait tout ce qu'il fallait faire à Courmayeur. Je pense que ça m'a fait du bien de revoir un peu tout le monde, voir ma copine qui était là, mes amis, et qui me disent mais c'est génial, tu gagnes des places, c'est top. Et moi je dis non mais je gagne pas des places, là je suis au fond du trou, c'est pas possible, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus. Et ils m'ont pas trop laissé le choix que de repartir. Et j'ai trouvé à ce ravitaillement-là le seul truc qui passait. La pastèque. Je peux manger de la pastèque. Je sais pas pourquoi, mais ça passe. Allez, peut-être que tout n'est pas perdu. Je peux manger de la pastèque et ça va le faire. Donc, je prends 2-3 bouts de pastèque et je repars. Et en sortant, j'ai commencé la montée au refuge Bertone. Une section qui est magnifique pour monter justement vers Bertone. Avec le lever de soleil, j'en ai pris plein les yeux. C'était vraiment très très beau. Donc, j'ai quasiment oublié la douleur pendant un petit moment. Et je me suis dit, aïe, ça fait mal ça. Je savais pas si je pouvais continuer ou pas, mais je me suis dit ça fait mal, mais ça devient pas pire. Par contre, l'autre côté, là, il y avait le mollet qui s'est chauffé parce que lui, il faisait le travail maintenant pour l'autre jambe, donc en compensation, et je me suis dit, il fait mal les deux côtés, là, comment je vais faire? Donc, j'ai appelé à mon coach physio, et je me souviens très clairement, j'ai dit, alors, il faut que tu me donnes un moyen d'avancer pour que ça fasse pas trop mal, mais je puisse finir et que ça me donne moins de 3 semaines d'arrêt de sport à la fin. Et donc je lui ai dit ça et il m'a expliqué comment probablement je me suis blessé et comment il faut que j'avance sur le talon puis sur les orteils sur l'autre côté, etc. Donc il m'a expliqué. Je crois qu'Anna ça va pas s'améliorer, ça va rester, mais je crois que ça va pas trop faire des dégâts si tu continues. Donc tu peux faire ceci et cela pour que ça fasse moins mal. Courage. Et là, je me suis dit, mais quand même, ça fait mal. Et je suis arrivé enfin en haut du col Grand Ferret. Lever de soleil, tout se passe bien. Je suis après Bertone. Magnifique. J'ai adoré cette montée. La beauté des paysages, c'était juste génial. De toute façon, je peux pas manger, je peux pas boire. Donc, je me dis, j'ai rien d'autre à penser qu'avancer. Donc, c'est assez simple comme schéma de course. Et j'ai vu une copine. J'ai dit, elle m'a félicité. Ouais, très bien. Oula, Anna, elle a dit, tu vas pas très bien, là. Ça va? J'ai dit, non, en fait, ça va pas. Tiens, je suis médic. Je vais t'aider. Ouais, elle savait exactement ce que j'ai fait. Elle savait exactement comment le mettre du strap pour que je puisse descendre. Et là, après, arrive une énorme descente interminable après Grand Col Ferret qui t'emmène justement vers Fouilly, etc. Et là, je sens que c'est long. Je sens que j'ai plus l'énergie. C'est vraiment compliqué. Et je donne vraiment tout ce que j'ai depuis quasiment 100 km maintenant, parce que mon premier vomi date du kilomètre 30. Et là, j'arrive bientôt du coup au Chapuis, pas au Chapuis, à Champé, au kilomètre 130. Donc 100 km après. Et après, je suis arrivé à la Fouilly, etc. Et puis enfin à Champélac, où il y avait mon coach physio qui était là. Et j'arrive donc à ce ravitaillement-là où j'ai mon parrain qui est venu me voir. Je le savais, mais mon parrain, la dernière fois qu'il est venu me voir sur une course, c'était la seule course où j'ai abandonné et j'ai pas pu le voir. Et il s'est mis sur un ravitaillement, j'ai jamais pu aller à ce ravitaillement. Et donc là, je savais qu'il était là et je me disais, je peux pas abandonner encore une fois avant de le voir. Donc c'est que la deuxième fois, il vient me voir, donc il faut que j'y arrive. Donc je donne tout en pensant à ça justement, je peux pas abandonner encore une fois avant de le voir. Il a remis encore de kinétape et tout ça autour de la jambe, donc j'étais un peu bien décoré avec du taping, du strapping partout. Mais on m'a rempli les flacons. Allez, c'est parti au frigo.
Donc je suis parti encore. Et j'arrive enfin à Champais, donc je vois mon parrain. Mais je pense qu'il aurait préféré ne pas me voir. J'étais là vraiment au bout. J'ai fondu en larmes, j'étais vraiment au bout. Je me disais mais là je peux plus. Je prenais plus de plaisir, j'ai vraiment trop donné pendant 100 km. Donc là c'était pas évident pour ma copine qui faisait ravitaillement, qui devait gérer un peu tout ça dans le sens où j'étais juste à plat et puis j'étais dans un état aussi, ça se voyait que j'étais pas bien du tout quoi. Il a pas décroché un mot. C'est vrai. Mais il sourit un peu quand même ou il a... C'est quoi, il mange Bah pour nous il mange pas. À force, on est resté peut-être 20 minutes, 30 minutes dans le ravitaillement. J'ai pris un bouillon. Du coup, il y avait une soupe au ravitaillement que j'ai réussi à boire en peut-être 14 gorgées pour un tout petit gobelet, quoi. Toute petite gorgée par toute petite gorgée. Et suite à ça, bon, je sais, allez, je vais essayer de repartir, tant bien que mal. J'arrivais pas trop à marcher, mais je me suis dit, allez, faut le faire. Et donc très dur de repartir après 20 minutes d'arrêt parce que du coup tes muscles ont eu le temps de refroidir, donc c'était très dur le départ parce que les jambes sont lourdes. Donc là j'ai dit bon bah ok, très bien, j'ai fini mon 65 minutes de segment de section là et puis j'ai attaqué le prochain qui durait aussi 1 heure quelques, après le prochain. Ça faisait quand même assez mal et j'allais lentement. Donc je savais que mon temps total était bien hors des 30 heures et j'avançais sur les 34, 35 et je me suis dit bon ouais, c'est comme ça. Après ça devient plus en plus dur. Ouais, ça se complique parce qu'on entre dans la deuxième nuitée. Et le corps, il commence à vraiment être fatigué et on n'est plus avec les gens qui vont bien. Là, j'étais plutôt avec les gens qui allaient pas bien. Donc, il y a une première vague de personnes qui courent assez vite, qui sont confortables, etc. On retrouve à Valentine. Allez, Marco. Amuse-toi, je sais pas. Amuse-toi, ça risque d'être compliqué là. Mais ça va du coup ça va mieux. D'après comment il était à Champais, je pense que ça va mieux. Ouais. Donc Ok. Non mais c'est bon, c'est parti, c'est good. Et là où j'étais, c'était avec les autres blessés, les autres qui vont pas bien, qui étaient dans les arbres, ils allaient pas bien du tout. Et à la nuit qui tombe, moi, je me suis emmêlé les pieds. J'étais en train de monter au cep, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis emmêlé les pieds et j'ai tombé sur les bâtons et j'en ai cassé une. Donc là, je suis en train de boiter. J'avais besoin des 2 bâtons pour forcer que j'avançais, pour que ça monte un petit peu. Et avec un seul bâton, j'arrivais pas à avancer. Donc j'étais là vraiment désespéré. Je pleurais au bord du trail. Il y avait les autres concurrents qui étaient à côté. J'ai essayé de leur acheter le bâton. Mais non, il y a personne qui peut mettre à risque leur course. À chaque fois, je me faisais des bilans. Je me disais, voilà, ok, c'est pas une blessure, tu peux pas abandonner. C'était pas que je vais pas finir ou je veux pas finir, c'était je sais pas comment. Je me disais mais t'es pas blessé, tu peux pas arrêter juste parce que t'as mal, c'est pas valable en fait. J'avançais très lentement à ce moment-là et un petit demi-heure plus tard, j'ai trouvé un bâton contre un arbre, juste placé sur le chemin. Je me suis arrêté, j'ai dit mais c'est pas possible, je ne crois pas qu'il y a vraiment un bâton qui est là, j'osais même pas le toucher. Mais non, mais c'est un piège. Si je tiens la main vers le bâton, il y a, je sais pas, un berger qui va dire « Attention, c'est mon bâton !» Donc j'ai pris ce bâton et j'ai dit « Waouh, c'est magnifique !» Et ça m'a aidé à finir de monter. Mais dès que j'ai commencé à la descendre, j'ai vu qu'il était cassé, ce bâton. Et là, je me suis dit, Bernard, t'es un ingénieur quand même. Qu'est-ce que t'as dans le sac? Je sais pas, du gay tape, mets du gay tape alors. donc j'ai pris j'ai sorti l'ancien bâton qui était cassé. J'ai pris le bâton en bambou et j'ai renversé l'un et j'ai mis tout le tape, tout le strap, tout ce que j'avais dans le sac autour des deux. Et comme ça, j'ai réussi à fabriquer un bâton. J'étais tellement content d'avoir fait que ouais, j'ai couru jusqu'en bas avec mes béquilles. Là, je crois qu'il a plus la force pour parler là. Putain, en vrai, il avance quand même. Hein. Mais oui. Franchement, là, il y avait plein de racines et tout. Il a fait une erreur, mais c'est tout. Hein. Genre, franchement, ils tiennent ses pieds. Hein. Ah ouais.
Franchement, il a des jambes de fou là. Super, il est au taquet, j'adore. Et ouais. À ce moment-là, j'étais tellement fatiguée que je prenais des micro-siestes en courant. Il y a le vide d'un côté et on se rend compte que wow, je suis en train de faire des micro-siestes là en courant et c'est pas bon ça. Il faut que j'arrête, il faut que je dors. J'ai commencé à halluciner, j'ai vu plein de choses que je savais bien que c'était pas la vérité, mais quand même, j'étais convaincue que je courais sur une moquette qui était faite des petites pièces de Lego Technique en vrac. Il y avait une vache avec des baskets sur la tête, mais c'était que en forme de Lego Technique. Et je me suis dit, mais Anna, t'es folle! Et j'ai regardé plus près. Non, c'est vraiment des pièces de Lego, là. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'allonger ici, quelques 10 minutes. J'ai mis un alarme, j'essaie de dormir. Mais on dort pas bien sur des rochers, ça, c'est pas possible. J'ai essayé, je crois, 3-4 fois de m'endormir. Et, des fois, il y avait des gens qui disaient, alors, ça va? Vous êtes OK, là? Ouais, parce qu'on est tous donné une petite étiquette qui dit, je vais bien, je dors. Mais moi, j'avais pas l'intention de dormir sur le parcours. J'ai pas besoin dans 30 heures, donc j'avais pas pris avec moi. Donc là, j'avais pas d'étiquette, donc tout le monde s'inquiétait. Mais oui, je dors, merci. C'est gentil de votre part, merci. c'est compliqué. Mais enfin, j'ai réussi. J'ai pris, 5 ou 10 minutes et voilà. Le prochain virage, il y avait 4 ou 5 personnes avec des ballons orange qui m'attendaient autour d'une table. Et c'était comme un point de contrôle ou comme une bande de copains qui m'attendaient, qui parlaient discrètement entre eux, etc. Mais plus que j'avançais, je les vois transformer en arbre. Ah mince, en fait, il y avait personne. C'est pas un point de contrôle, t'es pas au sommet. Il faut continuer. Et je passais le virage et puis qu'est-ce que je vois sur le prochain virage? 5 ou 6 personnes autour d'un arbre, un arbre coupé, qui est en train de boire un verre, avec des ballons orange. Je dis, c'est cool, c'est le prochain. Mais c'était vraiment, c'était vrai, c'était clair, c'était vraiment coloré et je me suis dit, non, mais c'est un arbre, je sais bien que c'est pas la vérité. Et le final de l'UTMB, il faut savoir que c'est pas évident, c'est 3 montées sèches, donc de quasiment 1000 mètres chacune. Et donc c'est assez simple, c'est 3 montées que tu fais de 1000 mètres jusqu'à l'arrivée. Et j'ai vraiment été poussé par tout le monde. J'ai eu mes sœurs qui sont venues sur le parcours, j'avais des amis sur chaque montée. Vraiment, j'avais du monde, mais sur tout le parcours, sur les sommets, sur les descentes, sur tous les cols que je croisais. C'est le dernier ravito là? Ouais, le dernier ravito avec assistance. Après, il y a le ravito de la Flégère, sans assistance. Il va s'y arrêter ou pas, tu penses? Je sais pas. Je pense que peut-être s'il rechargera s'il a soif. Mais du coup, sans assistance, ça veut dire qu'il y a des trucs quand même en libre service? Ouais, ça veut dire que l'organisation, elle met à disposition des coureurs de la nourriture et des boissons. Mais il n'y a pas ni son père ni sa copine pour s'occuper de lui ou ramener des produits qu'il a envie, quoi. En gros, c'est la dernière fois qu'il voit ses proches quand même, quoi. Ouais. En tout cas, ça, c'est ce qu'il croit. Donc j'ai continué. Et enfin, au bout de je sais pas combien d'heures que j'ai fait comme ça, j'ai vu un vrai groupe de copains qui m'attendaient en haut de la Flégère. Et je pense que quand je suis arrivé donc à Chamonix sur la descente de la Flégère et que je me suis dit ok, ça va le faire, j'ai jamais ressenti ça en termes d'émotion. J'étais encore plus content que si j'avais fait un super chrono. J'étais sauvé, j'ai fait le dernier montée, puis je pouvais commencer la dernière descente pour arriver en centre-ville. J'ai tellement poussé, j'étais tellement fier de moi d'avoir pas abandonné. J'ai eu cet énorme nuage où j'arrive, je suis trop content, je vois l'arche, c'est génial, je vois tout le monde, je fais des câlins à tous mes copains, à ma copine, je remercie tout le monde, je vois mes parents, c'est génial. L'accueil que j'ai reçu en arrivant à Chamonix, c'était juste incroyable. Il y avait un moment où commençait la foule qui a commencé à et j'allais regarder et je connaissais des gens là-dedans. Je dis mais non, c'est parce ils m'ont lu le prénom sur le dossard, mais vraiment
vraiment, c'était des personnes qui étaient là pour me voir finir. Et j'avais mon mari qui courait à côté, j'avais plein de personnes autour. Et il y avait toute une équipe de mon poste bénévole là, du Point Info qui sont sortis. Et c'était juste incroyable. Ils étaient là avec le drapeau et tout, et on a couru ensemble. Vraiment, j'étais dans le dur. Et là, j'ai vraiment retrouvé le confort. Après, j'ai le moment réalité où je tombe dans les pommes dans l'air d'arrivée. J'ai les jambes en l'air sur le podium. Bref, un petit moment assez sympathique. Et du coup, quand tu vois, je me rappelle, tu as vu cette arche, tes mains se sont levées comme ça. Tu nous as fait une roue à l'arrivée. Ouais, exactement ça. Je l'ai vu et j'ai mis mes mains dans l'air et j'ai pointé le doigt et j'ai dit, je te vois! Je te vois là, je t'ai arrivé. T'es là, je te vois enfin. Et ouais, c'est un peu comme ma signature maintenant quand je finis une course, je fais un roue, mais j'étais étonné parce que je l'ai tenu. L'année dernière, à la fin de CCC, j'étais tellement épuisé que j'ai fait une demi-roue. Mais cette fois-ci, j'étais tellement contente d'être là, vraiment, ouais, galvanisée par tout le support que j'avais autour de moi. Ça m'a donné tellement de force que, ouais, j'ai fait un roue. Comment tu vas? Là, physiquement, du coup, c'était dur parce que j'avais aucune énergie dans le corps. Et j'ai failli abandonner au kilomètre 20. Et du coup, je suis content d'être arrivé là. Oh, c'était un indescriptible, c'était trop bien. Oh, c'était vraiment trop cool. Je m'attendais à ça, mais je pense que le fait d'avoir été vraiment dans le rouge tout le long, et genre je le ressens encore mieux. Là, je reconnais, avant quand t'es parti, t'avais un peu de graisse là. Juste derrière l'oreille là. Des stats totalement aberrantes sur la montre. Elle a tenu, tu vois, la petite décathlon. J'ai attendu une belle aventure, mais là, c'était intense. C'était intense du début à la fin. J'ai fait, je sais pas combien d'heures de bonheur au début. J'ai couru vraiment vite avec du plaisir. Et après, ça a tombé en pièces et donc j'ai commencé à vraiment faire autre chose. Mais c'était quand même l'UTMB. J'étais là-haut, je me suis dit, j'ai chopé un tendinite pendant l'UTMB, moi. Le soir, donc j'arrive pas à monter les escaliers, donc je dors dans le canapé de chez moi. Et le matin, le réveil était assez marrant parce que je me souvenais pas m'être endormi dans le canapé. Donc je me réveille et je me dis, mais où je suis? Et j'essaie de me lever, je suis sur mes jambes, impossible, elles répondent pas du tout. Et je me dis, oh là, ok, je réalise, j'ai fait l'UTMB hier, je suis en hypoglycémie, ça fait beaucoup trop de temps que j'ai pas mangé. Et c'était assez marrant parce que mon estomac, du coup, c'était rétréci. Donc je pouvais pas manger des grandes quantités. Et je faisais beaucoup de repas par jour, donc peut-être 5-6, mais je pouvais pas manger beaucoup. Donc fallait que je réhabitue un peu mon corps à manger et j'ai essayé juste de reprendre du poids parce que là c'était un peu même dangereux, donc j'ai essayé vraiment de faire un régime inversé, donc fallait que je prenne 7 kilos en pas longtemps. Ouais, je me souviens d'abord il fallait que je mangeais et quelqu'un m'avait pris du sushi qui était super. Le sushi à la fin de la course, ça m'a vraiment donné plaisir. Mais après, il y avait mes parents qui m'ont conduit jusqu'à la maison et à la sortie du parking, c'était à moi, parce que c'est une voiture anglaise, c'était à moi de mettre le ticket dans la machine. Et je me suis endormi en attendant que ça revienne. Oui. En fait, ça prend un mois pour digérer cette expérience parce que c'est tellement, ça déborde toutes les émotions dans tous les sens et c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps pour comprendre, pour installer, pour se retrouver même. Des premières foulées à la ligne d'arrivée, du frisson de la légende au remous de la controverse. Toujours plus ultra, 6 épisodes imaginés et réalisés par Caroline Sénécal. Merci à Anna Kirkman et Marco Perche. Merci à toutes celles et ceux qui ont prêté leur voix, leurs souvenirs ou leur silence. À celles et ceux qui, entre passion et contradiction, écrivent l'histoire de l'Ultra Trail. Toujours plus ultra, un podcast à écouter et à réécouter sur toutes les plateformes.
Et si vous aussi, vous avez une histoire à partager ou des mots à faire résonner, rendez-vous sur toujoursplusultra.fr. Créons ensemble le podcast qui vous ressemble.